Alors, bonjour à tous et du coup, bienvenue pour cet atelier de la Factory Cybersécurité qui s'organise en fait dans le cadre de Digitalis Future. Donc, Digitalis Future, pour rappel, c'est un programme d'action qui a été lancé par Digital 113 et avec les partenaires des filières. Un programme d'action pour travailler sur la transformation digitale dans les filières. Donc, pendant 3 mois, on travaille sur la transformation digitale d'une filière donnée. Et en ce moment, on est sur la filière santé avec nos partenaires, notamment Eurobiomed, le Grady Santé, l'ARS, Genius et l'ADRET. Et dans ce cadre-là, on a la Factory Cybersécurité qui aujourd'hui nous propose un atelier sur tout ce qui est analyse de risque en présentant un cas pratique d'une start-up dans le secteur médical et en présentant les outils associés. On a aussi d'autres événements à venir dans le cadre de Digitalis Future. On a la Factory Valorisation des données qui organise le 9 novembre un atelier sur comment identifier les processus métiers dans la santé et utiliser les données pour les piloter et les améliorer. Donc voilà, si vous le souhaitez, vous pouvez vous inscrire. Tous les ateliers de Digitalis Future sont ouverts à tous. En fait, je vous avais fait passer il y a une conf. Attends, merde. Je crois qu'il y a une question, je crois que c'était quelqu'un qui n'avait pas mis en mute. Donc, en fin de saison, le 23 novembre, on a la conférence qui s'organisera en présentiel sur Toulouse avec 3 tables rondes sur le praticien augmenté, une table ronde sur ensuite le numérique au service du citoyen et une 3e table ronde sur comment le numérique permet d'être un accélérateur de santé, notamment peut-être pour trouver de nouveaux médicaments, de nouveaux vaccins, etc. Donc, tout le programme est déjà en ligne. Les intervenants sont en cours de validation, donc ils seront bientôt affichés sur le site. Mais vous pouvez déjà vous inscrire. Et ensuite, vous pouvez retrouver sur la plateforme Digitalis Future tous les anciens formats qui ont été produits depuis septembre. Voilà, vous avez tous les replays directement en ligne. Du coup, je laisse la parole à Léo Gonzalez, qui est pilote de la Factory Cybersécurité, qui va vous dire un petit mot dessus. Bonjour à tous. Merci déjà d'être tous présents en nombre. Donc, je suis en effet copilote de la Factory Cybersécurité, entre autres avec Olivier Zalier de chez CGI, Jean-François Escala, côté consulte sur la partie RGPD. Je laisserai de toute façon présenter les deux un peu plus juste après qui ils sont et ce qu'ils font. Et je suis aussi accompagné d'Alexandre Marguerite, qui fait partie d'Eventis Cybersecurity, qui est un des cofondateurs et qui est directeur technique. Aujourd'hui, on va essayer de rentrer dans le vif du sujet en prenant pour, on va dire, support ou guide des sociétés du milieu médical, pas forcément des acteurs publics. Donc, on va essayer de nous prendre du privé, parce que c'est peut-être un peu plus représentatif aussi de l'écosystème aujourd'hui, notamment un cas d'une société qui serait dans la on va dire start-up robotique et une société qui serait autour des vaccins. Donc, je laisse Alexandre vous en dire plus à ce sujet sur l'analyse de risque. Ça sera suivi par Jean-François qui parlera peut-être un petit peu plus du côté juridique, il ne faut pas l'oublier non plus. Et enfin, Olivier, pour spoiler à la fin, qui vous parlera de SIEM. Voilà. Petite note pratique, pensez bien à couper vos micros, s'il vous plaît, pour les bruits parasites parfois, des mutes, bien sûr, si vous avez des questions. N'hésitez pas à poser vos questions en fin d'intervention de chacun. Pas obligé d'attendre toute la fin de l'événement pour poser vos questions. Vous aurez le temps de poser les questions à chaque fois. Ces interventions vont durer quelques dizaines de minutes chacune. Ce n'est pas le but de vous endormir. Bonne session à tous. Eh bien, bonjour tout le monde. Alors, je vais vous partager mon petit slide. Hop. Alors, est-ce que ça fonctionne, Léo? Tout est OK? OK, super. Donc du coup, je vais essayer de vous démystifier un petit peu la partie analyse de risque, parce que je pense que c'est un élément qui est important pour toute société, pour savoir un petit peu comment prendre justement ces problématiques de cybersécurité. Et j'ai pas beaucoup de temps pour ça, donc le challenge est important, mais on va essayer d'aller sur du concret, d'essayer de vous faire vous projeter un petit peu dans l'exercice et vous montrer que c'est un exercice qui est à la fois technique pour le consultant qui va le réaliser, mais aussi qui doit impliquer toutes les personnes de l'entreprise et notamment la direction pour bien comprendre
de quoi on parle et l'analyse de risque. Donc moi, je suis cofondateur de Devensis Cybersecurity et du coup, j'interviens sur ces sujets au quotidien. Donc, je rencontre pas mal de sociétés et c'est vrai que je pense que c'est un sujet important et qui n'est pas toujours bien compris par tout le monde. Donc, on va essayer de vous démystifier un petit peu tout ça. Donc, j'ai repris des petits schémas qui vont nous aider à illustrer ce dont on parle. Mais en gros, quand on essaye de gérer le risque numérique, et je pense que c'est le sujet d'actualité du moment, hein, on se rend compte qu'il y a beaucoup de piratage un petit peu partout, en France et à l'international. Et du coup, bon, comment je pondère, comment je sais où est-ce que je dois mettre l'accent sur la sécurité par rapport à mon risque numérique et quel budget je dois allouer, où est-ce que je dois mettre mes efforts. C'est vrai que c'est pas évident, de l'informatique, il y en a partout et c'est des fois assez difficile de prioriser parce que quand on va écouter un éditeur, il va me dire ah ben moi il faut mettre un antivirus. Ben, normal, il est vendeur d'antivirus. Lui, il va me dire il faut mettre un firewall. Ben, normal, il est vendeur de firewall. Mais concrètement, où est-ce que je dois allouer du budget, où est-ce que je dois mettre mes mesures et où sont réellement mes risques? Ce n'est pas si évident. Là-dessus, on a du coup différentes façons d'approcher le problème. On va dire qu'on a tout en bas de la pyramide le principe de base et d'hygiène. Là-dessus, l'ANSSI fait un super boulot avec son guide d'hygiène et du coup, je vous le recommande. Allez regarder et déjà, ça vous donne un petit peu des grands concepts d'hygiène numérique qui ne demandent pas de gros investissements. C'est des petites actions qui, cumulées, permettent déjà de monter d'un cran son niveau de sécurité. Pour autant, on n'est pas dans une analyse de risque. C'est-à-dire que si je parcours le guide d'hygiène de l'ANSSI et que je vérifie un certain nombre de bonnes pratiques de sécurité assez standards, on ne peut pas dire que j'ai pondéré un risque par rapport à un autre et on n'est pas vraiment dans cette gestion du risque. Pour autant, c'est un bon moyen de démarrer et de commencer à me dire, déjà avant de mettre la meilleure solution à un endroit, est-ce que j'ai des mesures de sécurité un petit peu partout? Je prends souvent l'exemple de la maison qu'on veut protéger contre le cambriolage, hein. Je peux investir tout mon budget dans une porte blindée avec les meilleurs serreurs du monde, etc. Si j'ai laissé la fenêtre ouverte, c'est un petit peu bête. En informatique, ça va être exactement pareil. Ensuite, l'étape d'après, c'est de commencer à se rapprocher d'un cadre réglementaire, de normes. Et je pense que là, tout le monde commence à être concerné là-dessus. En fonction des secteurs d'activité dans lesquels on évolue, on commence à avoir des normes qui nous imposent un certain nombre de choses en termes de cybersécurité. Et donc là, effectivement, il faut avoir une approche vraiment de conformité en se disant, de toute manière, j'ai pas le choix, j'ai un référentiel de conformité, je dois m'y référer. Et puis, on a tout en haut la vraie appréciation du risque et la vraie pondération en se disant, hop, je ne sais pas si l'autre a la main pour mettre en mute les personnes qui ne l'ont pas fait. Si quelqu'un est administrateur pour muter les gens. Du coup, fonctionnement par appréciation des risques. Du coup, c'est vraiment ça qui va nous intéresser, c'est de se dire comment je pondère un investissement par rapport à un autre, comment je pondère un risque par rapport à un autre, et concrètement, dans mon use case à moi, société, est-ce qu'il est vraiment pertinent de parler de celui-ci ou celui-là? Et qu'est-ce que je dois prioriser dans mes investissements? Parce qu'il n'y a pas de magie, on ne peut pas claquer des doigts et se dire on est parfait en cybersécurité. Si on ne l'était pas la veille, il y a quand même du temps à passer, il y a des investissements, il y a des priorités à mettre. C'est vraiment ça l'objectif de l'analyse de risque. Moi, je vais vous parler sur base d'une méthode d'analyse de risque qui s'appelle EBIOS-RM. Ce n'est pas la seule qui existe, loin de là, il y en a plusieurs. Je vous parle d'EBIOS-RM parce que je la trouve assez ludique et plutôt bien faite dans le sens où on peut l'adapter assez facilement à une toute petite structure comme à une très grande, comme uniquement à un produit. On peut imaginer faire une analyse de risque vraiment focus sur un robot médical et faire que ça avec que les risques dessus, comme on peut faire l'intégralité de la société. On a une grande souplesse qui est offerte par EBIOS-RM et en plus, ça reste assez proche d'une ISO 27005, ce qui fait que si jamais on travaille sur une EBIOS RM et que demain on me demande une conformité ISO, faire la bascule d'un travail EBIOS vers un travail ISO, c'est extrêmement facile. Il y a beaucoup de choses qui sont similaires, à part que la norme ISO, c'est un peu plus rigide et l'analyse de risque EBIOS est un petit peu plus souple. Donc, je trouve que ça correspond mieux à l'écosystème
d'Occitanie et des startups et ainsi de suite d'avoir cette souplesse. Mais sachez que si vous avez besoin d'une conformité ISO, ça sera assez facile de se baser sur un ISO 27005 derrière à partir d'une EBIOS RM. Les BIOS, comment ça se passe? C'est un fonctionnement en système d'atelier. Et du coup, on va commencer par cadrer un petit peu mon socle de sécurité, mes normes applicables, les choses que je ne dois pas rater, parce qu'on a beau se dire, ouais, mais je ne veux pas juste faire un focus norme, je ne veux pas juste bêtement remplir un Excel en disant cette mesure oui, non. Il faut quand même le faire. Voilà, à un moment, si on a besoin d'être en conformité avec un référentiel, il faut quand même être dedans. Et puis, on va avancer en travaillant plutôt sur des sources de risques, des scénarios de menaces avec des scénarios stratégiques et opérationnels. Je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Et puis, l'objectif de tout ça, et je pense que c'est l'objectif le plus important, c'est pas juste de me sortir des vulnérabilités et de se dire, ah ok, bon, bah, j'ai un panel de manquements de sécurité. Bon, très bien, ok, je suis pas très fort en sécu, je m'en doutais un peu. C'est plutôt de sortir un vrai plan de traitement du risque pondéré qui me permet de me dire, OK, ils sont où mes risques prioritaires? Quelles sont les mesures que je vais devoir appliquer le plus rapidement possible et quelles sont les mesures que je vais pouvoir planifier au budget de l'année prochaine, voire de l'année suivante? C'est des choses qu'il faut que je garde en tête, qu'il faut que j'améliore, mais pour autant, c'est peut-être moins urgent que d'autres mesures. Et du coup, ça va me permettre comme ça d'avoir vraiment un vrai cheminement sur le traitement du risque et d'aller chercher les quick wins, bien sûr, très rapidement. Autre petit schéma qui vous montre un petit peu la logique de la méthode. Je vais rentrer dans le détail, ça va vous parler un petit peu plus. Alors, à l'origine, j'avais prévu de vous montrer aussi dans notre logiciel d'analyse de risque un processus d'analyse de risque que j'ai commencé à créer sur une startup du médical, plus de me baser sur celle de l'ANSSI. Je pense que vu le timing, je vais me baser d'abord sur celle de l'ANSSI et on rentrera dedans après si j'ai le temps. Ça me permettra de rentrer un petit peu plus dans le détail et dans les explications. Il y a un petit guide aussi sur quels ateliers sont bien pour moi en fonction de ce que j'ai besoin, hein. Et évidemment, si je veux faire une analyse de risque complète, il faut que je fasse l'intégralité des ateliers, mais on peut aller beaucoup plus vite selon ce dont on a besoin. Je vous laisserai lire ça calmement. Il y aura tous les éléments à la suite de la présentation. La première étape que j'aime bien dire quand on fait une analyse de risque, c'est d'essayer d'abord de discuter métier. Parce qu'en fait, et je pense qu'on est tous dans le même cas, me dire il y a une vulnérabilité CVE10 de type Remote Code Execution sur ce serveur, a priori, ça fait une belle jambe à tout le monde et on a du mal à pondérer, mais ok, c'est rouge, mais c'est grave, du type je coule la boutique ou c'est grave du type ça va me coûter un peu d'argent ou c'est pas si grave en fait parce que ce serveur, je m'en sers pas. Et on a un petit peu du mal à pondérer ça quand on fait une analyse purement technique. C'est pour ça que le process d'analyse de risque doit d'abord partir d'une discussion avec la direction générale et doit absolument impliquer et sensibiliser la direction dans le processus d'analyse de risque. Donc, prenons l'exemple fourni par l'ANSSI qui concerne directement l'actualité, une société de biotechnologie qui fabrique des vaccins. L'idée, c'est on fait d'abord une réunion un petit peu direction, un petit peu macro, et on va identifier des processus métiers indispensables à la société. Donc, ils me disent, on fait une interview, hein, et qu'est-ce qu'on se dit? Moi, la recherche et développement qui va me permettre de créer peut-être des nouveaux processus au niveau de la fabrication des vaccins, c'est un processus hyper important pour ma société. Deuxième processus, c'est concrètement l'activité de fabrication en elle-même, hein, on le voit, remplissage des seringues, conditionnement, etc. Et on a un responsable production là-dessus. Et puis, j'ai une activité qui est hyper importante par rapport à mon milieu, c'est la traçabilité, le suivi qualité, puisqu'évidemment, on est dans un milieu hyper processé à ce niveau-là, et donc, ça reste dans mes valeurs métiers fondamentales. Évidemment, en pratique, il y en a un petit peu plus que ça, hein, probablement des valeurs métiers là-dessus, mais l'idée, c'est de se projeter sur sa société et de se dire, moi, c'est quoi mes grandes valeurs métiers? Qu'est-ce qui me fait vivre? Qu'est-ce
qu'est-ce qui est indispensable au fonctionnement de ma société. Et si je suis plus capable de faire ça, a priori, c'est grave. Hein. Si je suis plus capable de faire de la R&D, c'est grave. Si je suis plus capable de fabriquer des vaccins, c'est grave. Et si je suis plus capable de faire de la traçabilité de ce que je fabrique, c'est grave aussi. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est d'essayer d'associer ça à des biens supports. Alors là aussi, dans l'exemple, ça a été volontairement un petit peu simplifié pour éviter d'avoir des choses trop lourdes et trop complexes. Mais c'est de dire, l'activité de R&D, elle s'appuie sur un ensemble de serveurs, peut-être d'applicatifs, qui sont au niveau de la DSI et qui me permettent ici de stocker l'ensemble des données de R&D, par exemple. OK, donc là, si j'ai une vulnérabilité sur ce serveur-là, ça veut dire que potentiellement, j'ai une fuite de mes données de R&D qui est directement liée à mon processus, ma valeur métier, qui consiste à faire de la recherche et développement. Deuxième chose, j'ai aussi un certain nombre de serveurs qui, eux, sont dans les laboratoires. Donc, c'est peut-être des partenaires, c'est peut-être des choses comme ça, qui eux-mêmes stockent une partie des données de R&D. Donc, ici, on avait l'ensemble des données de R&D, ici, on a une partie des données de R&D. Et puis, j'ai un système de production des antigènes qui est un ensemble de machines qui permet de produire les fameux antigènes, qui est elle-même située dans les laboratoires et qui va directement être en liaison avec les R&D. Et en fait, on va directement faire un lien entre des ensembles de systèmes informatiques avec des métiers. Même chose ici pour les systèmes de production, ici pour les serveurs bureautiques. Donc après, on peut rentrer un peu plus dans le détail avec le nom du logiciel ou avec des choses comme ça, ce qui permet à tout le monde de se projeter et de faire un lien entre le logiciel, le métier et ce genre de choses. À partir de là, ce qui est important, c'est d'identifier, mais en fait, c'est quoi le problème? C'est quoi qu'on redoute? C'est quoi ce dont on cherche à se protéger? Et là, on voit qu'on me dit, ouais, moi, c'est vrai que je crains qu'on perde ou on détruise des informations d'études de recherche, qui fait que du coup, j'aurai peut-être plus les futures autorisations de mise sur le marché. Et donc, je vais perdre, a priori, beaucoup d'argent, etc. Et donc, ça serait plutôt grave. Peut-être qu'une interruption de la production et de la distribution pendant un pic d'épidémie, là, c'est carrément peut-être catastrophique pour mon entreprise. Et ça, c'est pas à l'informaticien de le dire. C'est pour ça qu'il faut impliquer la direction. C'est de dire, mais concrètement, vous, c'est quoi que vous craignez? Il faut guider, hein. Il faut dire, mais par exemple, s'il se passait ça, etc. Mais c'est d'essayer de se projeter sur qu'est-ce qu'on craint. Parce que au moins, on sait ce qu'on essaye de protéger. Et on sait où va être le problème. Voilà. Moi, si on me dit le plus grave, c'est ça, moi, je vais m'assurer derrière, techniquement, que les systèmes qui permettent de faire le processus de fabrication de vaccins qu'on a vu ici, le système de production, il correspond à des besoins de non-interruption de la production ultra critiques. Donc, si derrière, le niveau de sécurité contre l'interruption de service, il n'est pas du tout au niveau, on va voir que j'ai un scénario craint qui est catastrophique et j'ai un niveau de sécurité contre les arrêts de production qui n'est pas adapté. C'est peut-être mon scénario, c'est peut-être là où il faut que je mette le plus d'investissement pour venir corriger par rapport à d'autres systèmes qui, au final, s'ils tombent en panne, s'en fout un peu, c'est pas très grave. Par contre, ici, si ça tombe en panne, a priori, c'est catastrophique pour la survie de l'entreprise. Donc, on va lister comme ça tout un tas d'événements redoutés. Et puis, on va lister concrètement qu'est-ce qui pourrait se produire. Donc, aussi des sources de risque. Alors, volontairement, là aussi, on a allégé. Par exemple, quand on parlait de l'interruption de service, on pourrait avoir des sources de risque type la panne de courant. On pourrait avoir des sources de risque type des événements naturels comme une inondation, etc., qui pourraient aussi causer la panne. Donc, l'idée, c'est de toutes les lister, hein, des humains comme des non-humains, qui pourraient venir créer ça. Là, par exemple, on commence à en lister quelques-unes. On va dire, tiens, il y a le cyberterroriste, il y a l'activiste, il y a le concurrent, et puis bien sûr, il y en a tout un tas d'autres. Ça serait quoi leurs objectifs? Ouais, par exemple, l'activiste, il apparaît 2 fois. Il pourrait avoir comme objectif de saboter la campagne nationale de vaccination, ou il pourrait avoir comme objectif de divulguer des informations sur les éventuels tests animaliers que je fais avec mes vaccins. Le concurrent, lui, il pourrait me voler mes données de R&D. Le cyberterroriste, lui, il voudrait faire une attaque bioterroriste en altérant la composition des vaccins. Voilà, ça, c'est des scénarios crédibles. Après, on se dit, est-ce que la personne est motivée pour faire ça? Alors là, pareil, on essaie de pondérer, et on va se dire, le concurrent, il est quand même hyper motivé à me voler les informations. En ce moment, ça rapporte beaucoup d'argent, le vaccin, et lui, il n'en a pas. Donc, s'il pouvait en sortir un, ça serait intéressant.
saboter la campagne de vaccination. En ce moment, ils sont un petit peu énervés, ils sont quand même motivés, on ne sait jamais. Combien de ressources ils ont? Bon, les activistes, on part du principe que c'est plutôt des individus isolés, la plupart n'ont pas de compétences en hacking. Malheureusement, il y en a certains qui peuvent avoir des compétences en hacking, mais par rapport au concurrent qui va pouvoir mettre un gros billet sur la table, on a clairement un écart de ressources, et puis le cyberterroriste est peut-être entre les deux en termes de ressources. En termes d'activité, est-ce qu'ils sont actifs en ce moment sur la scène internationale et est-ce qu'on estime que c'est probable qu'ils essayent, quoi. Voilà. C'est-à-dire qu'ils peuvent être motivés, mais pas vraiment actifs. On essaie de pondérer tout ça. Et à la fin, on va se dire, est-ce que c'est pertinent de retenir cette source de risque? Voilà. Est-ce que c'est pertinent de retenir un alien qui vient détruire mon entreprise? Bon, a priori, pas trop. Par contre, le concurrent qui veut me voler les informations de R&D, a priori, celui-là, j'ai estimé que la pertinence était élevée et qu'on va vraiment travailler dessus. Et peut-être que suite à cette étape d'analyse, je vais me dire, bon, je n'ai pas de budget illimité, je ne peux pas tout faire en termes d'analyse, et l'activiste qui veut divulguer les informations animalières, ben, je ne vais pas le retenir, et le cyberterroriste, je ne vais pas le retenir. Donc, je ne vais pas essayer de m'en protéger parce que j'estime que la pertinence est trop faible dans mon contexte, et je vais essayer uniquement de me protéger de ces deux-là. Et par effet de bord, bien sûr, je vais me protéger de cela, mais on va dire que si je dois mettre un focus dans l'analyse, c'est ces deux-là. Et ça me permet comme ça de réduire un petit peu le scope et d'impliquer la direction parce qu'ils comprennent bien de quoi on est en train de parler. À partir de là, je vais avancer, je vais me dire qui est impliqué dans tous mes process sur lesquels j'ai peut-être un petit peu moins la main, notamment des parties prenantes externes. Et on voit que je vais identifier mes clients, hein, qui sont à la fois des établissements de santé, des pharmacies, des grossistes, etc. Des partenaires, notamment pour la R&D, hein, des universités, des laboratoires, et puis des prestataires, comme mon prestataire informatique, qui a quand même un full accès à mon système d'information. Et cela, je vais essayer de peser, est-ce qu'ils sont exposés et est-ce qu'ils sont fiables en termes de cybersécurité? Est-ce que c'est des gens qui, aujourd'hui, j'ai des métriques qui me montrent qu'ils sont très fiables, qu'ils ont un très haut niveau de cybersécurité, ou est-ce qu'au contraire pas trop, et est-ce qu'ils sont très exposés ou non aux attaques? Et ça va me permettre comme ça de pondérer sur lesquels je dois peut-être faire un focus. Et là, peut-être que je vais identifier que mon prestataire informatique aujourd'hui, a priori, il ne m'a pas trop rassuré sur sa maturité cybersécurité. C'est vraiment quelqu'un qui n'est pas du métier de la cybersécurité. Il me dépanne plein de choses sur mes postes et ainsi de suite. C'est super cool. Mais il n'a pas l'air d'être hyper au fait là-dessus. Et en plus, j'estime qu'il est pas mal exposé. Il va peut-être être prioritaire à d'autres éléments, comme mon grossiste, qui peut-être, je l'estime, moins impacté à ce niveau-là. Et puis peut-être qu'il m'a fourni beaucoup plus de métriques que mon prestataire. Donc ça, c'est évidemment à pondérer en fonction de chacun. Il n'y a pas de réponse magique, il n'y a pas de recette miracle. Il faut regarder qu'est-ce qu'on a comme garantie et comment on l'estime. À partir de là, on va essayer de modéliser en fait des scénarios stratégiques pour se dire, mais concrètement, qu'est-ce qui pourrait se passer? Donc, je rappelle, j'ai retenu mon concurrent et mon activiste, hein. Et puis, du coup, je voudrais voir, mon activiste, il veut nuire à la production de vaccins et mon concurrent, il veut me voler les informations de R&D. Donc, le concurrent, il pourrait attaquer directement ma société pour me voler les informations de R&D, mais il pourrait aussi attaquer l'étape laboratoire, puisque j'ai une partie des informations de R&D qui est directement stockée dans l'étape laboratoire, ou bien il pourrait passer par une attaque sur mon prestataire informatique qui, lui, a un full accès à mes informations de R&D. Et du coup, c'est vrai que j'avais identifié que mon prestataire informatique, ça pouvait être un problème parce que j'estimais qu'il n'était pas hyper mature en cybersec. Et c'est vrai qu'il a quand même un accès admin à mes serveurs qui ont les datas de R&D, donc ça peut être un fil d'infiltration. Même chose pour l'activiste, hein, il pourrait passer par le prestataire informatique ou il pourrait directement altérer l'étiquetage, par exemple, des vaccins directement sur mes chaînes de production par une attaque directe. Ça me permet de savoir où est-ce que je dois faire le focus dans mon analyse. Voilà, on essaie d'être déjà macro et de se dire, bon, concrètement, je retiens le concurrent et l'activiste, leur cible, c'est ça. Qu'est-ce qui pourrait les mener à leur cible? Ils pourraient passer par là, ils pourraient passer par là, ils pourraient passer par là. Voilà. Et du coup, je vais creuser ces chemins-là pour voir si ils sont pertinents, ils sont probables, et ainsi de suite. Voilà, ça ne me prend pas tant de temps que ça. Et par contre, ça me donne quelque chose de beaucoup plus concret, et je sais que là, je suis en train de travailler sur quelque chose d'important. Voilà, si ce scénario-là, il est actif, c'est pas cool. Donc après, je vais évaluer s'il est grave, il n'est pas grave, il est probable, et ainsi de suite. Et du coup, je vais pouvoir modéliser. Alors là, on va rentrer un petit peu plus dans du détail technique.
Là, on commence à être vraiment dans de l'analyse plus technique. Et on va dire, bah, OK, il y a des étapes de reconnaissance qui peuvent permettre d'amener, premier chemin d'intrusion, par exemple. Tiens, bah, ça pourrait être un hameçonnage au service RH ou un autre service de l'entreprise, par exemple. Donc, on envoie un mail de phishing. Ce mail de phishing me permet d'installer un malware sur les postes de travail qui va me permettre ensuite de faire une reconnaissance interne du réseau, hop, de me retrouver dans le réseau R&D, d'aller ensuite exploiter, récupérer les datas de R&D, et du coup, grâce à un canal d'exfiltration ou en direct en fonction de ce que j'ai, et ça va conduire au vol de mes datas de R&D. Voilà. Je pourrais aussi passer par de la corruption du personnel directement, puisque j'ai du budget, hein, donc ça c'est probable aussi. Je suis le concurrent, je mets un gros billet sur la table, et puis je pourrais passer par la corruption d'un truc, une clé USB, etc. Donc on va essayer de modéliser comme ça un certain nombre de scénarios un peu plus opérationnels d'intrusion pour savoir où est-ce qu'on va mettre le niveau de sécurité. En gros, l'idée, c'est quoi? C'est que là, je vais pouvoir vérifier sur mon système de messagerie, par exemple, est-ce que j'ai une bonne protection anti-phishing? Donc déjà, est-ce que le mail, il va arriver à tous les coups ou est-ce qu'il va être plutôt globalement bien bloqué? Et peut-être que du coup, dans le SIEM que va nous présenter Olivier, j'aurai des alertings qui vont me permettre de me dire je suis en train de subir une campagne ciblée, je vais prévenir les gens, etc. Ou est-ce qu'au contraire, moi, le mail, il arrive en boîte de réception, personne n'est au courant. À quel niveau de robustesse j'ai ici? Pareil, est-ce que les utilisateurs ont été sensibilisés à ce type d'intrusion? Pas du tout. À quel point ici j'ai des protections contre les mouvements latéraux qui me permettent de passer du réseau bureautique au réseau de R&D? Est-ce que c'est bien cloisonné, etc. Et le fait de savoir que ces cheminements sont possibles, ça me permet de voir si ce chemin, il est réaliste, il est facile, il n'est pas facile par rapport aux mesures de protection que j'ai réellement en place. Donc, bien sûr, derrière, il y a toute une analyse technique qui permet de se dire, vous êtes assez bon ou vous n'êtes pas assez bon là-dessus, à la fois en prévention, en protection, en détection, en récupération, sur ces différents cheminements. Et ça va me permettre de trouver quels sont les cheminements critiques, ceux sur lesquels j'ai trop peu de protection compte tenu du risque final qui est peut-être de couler la société, ou en tout cas que ça me coûte des quantités d'argent trop douloureuses pour mon activité, et du coup sur lesquelles il faut que je réduise. Et donc ça va me permettre, une fois que j'aurai fait en gros cette analyse technique, à partir de scénarios stratégiques, opérationnels, de dire je vais pondérer les risques. En gros, en face de ça, je vais mettre des notions de vraisemblance, je vais mettre des notions de gravité, et du coup, effectivement, je vais avoir des scénarios qui ont peut-être très peu de vraisemblance de se produire, et dont l'impact sera très peu grave parce que j'ai des bonnes mesures de récupération et ainsi de suite, ou de détection. Voilà, parce que des fois, on peut se dire, il y a quelqu'un qui est rentré sur mon réseau, mais comme je l'ai détecté, je l'ai bloqué, je l'ai mis dehors. Au final, ce n'est pas très grave qu'il ait réussi à rentrer parce que j'avais ces bonnes mesures-là. Et puis la vraisemblance, c'est est-ce que j'ai les bonnes protections qui vont l'empêcher de rentrer et du coup que le scénario risque de se produire ou ne risque pas de se produire. Et à un moment, on va avoir des scénarios qui vont être prioritaires par rapport à d'autres. Par exemple, le scénario 3 ici, un concurrent vole des informations de R&D grâce à un canal d'exfiltration qui passe par le prestataire informatique. À la fin, quand j'ai fait mon analyse technique, donc on a interviewé le prestataire informatique, on a regardé son niveau de sécurité, on a regardé le niveau de sécurité interne de la société, etc. On s'est dit qu'en fait, lui, il avait les accès à la R&D directement, avec un accès télémaintenance, et que lui, il n'était pas du tout mature par rapport à un niveau de sécurité adapté à ma typologie de concurrent et aux enjeux financiers, et que du coup, lui, c'était peut-être mon risque numéro 1 en termes de vraisemblance gravité, celui que j'ai choisi de pondérer le plus haut. Et ça, c'est assez intéressant parce que ça donne une vue très compréhensible par des personnes non informatiques. C'est-à-dire que derrière ça, c'est parce que derrière le prestataire, il n'a pas fait tout un tas de choses techniques en termes informatiques. Par exemple, est-ce qu'il a une solution de privilege access management pour faire une traçabilité de tous les accès à la télémaintenance, etc., etc. On est rentré dans beaucoup de détails techniques, mais à la fin, ce qu'on donne d'un point de vue stratégique, c'est le concurrent a une forte probabilité de réussir à vous voler vos données de R&D s'il passe par votre prestataire informatique. Ah, mince. OK, je dois faire quoi? Ça, c'est l'objectif derrière du plan de sécurisation. C'est de dire, pour diminuer un certain nombre de risques, donc par exemple pour diminuer le risque sur le R3, peut-être qu'il faudrait que j'intègre des clauses de garantie d'un niveau de sécurité satisfaisant dans les contrats avec mes prestataires et mes laboratoires.
Voilà, parce qu'aujourd'hui, effectivement, mon prestataire, je ne lui ai pas imposé des choses en termes de cybersécurité. Je l'ai choisi parce que ça se passait bien, je m'entendais bien avec lui. Je n'ai pas du tout intégré cette démarche-là dans mon choix de prestataire. Et peut-être que maintenant, il faut que j'intègre ça dans mon choix de prestataire parce que j'ai estimé que c'était important. Après ça, est-ce que ça me demande beaucoup de travail? Est-ce que le coût et complexité de cet aspect-là, il est important ou non? Combien de temps j'estime que ça va me prendre par rapport au contrat en cours, ma capacité à les renégocier? Est-ce que j'ai commencé à bosser dessus? Ça va me donner un petit peu le niveau de priorité. Ben là, par exemple, je vais me dire, celui-là, c'est bien, il faut que je commence à travailler dessus. Par contre, ça ne va pas se faire en 2 secondes. À l'inverse, d'autres actions qui vont peut-être être des quick wins et qui vont me permettre d'aller beaucoup plus vite. Par exemple, on voit ici que tiens, je viens de terminer une action qui était assez facile, qui ne m'a pas pris beaucoup de temps. C'était de limiter les datas transmises à mes laboratoires, puisqu'on a vu qu'il y avait un scénario d'intrusion directement dans les laboratoires et que s'il y a moins de data, il y a moins de risques qu'on me vole l'intégralité. Et en fait, c'est vrai que je me suis rendu compte qu'ils ont peut-être trop de data par rapport à ce que j'utilise et je vais pouvoir limiter ce qu'ils leur ont envoyé. Et ça, ce n'était pas si dur à faire par rapport à peut-être d'autres mesures. Et ça me permet de chercher les priorités. Voilà, on est tous face au même problème, c'est qu'on n'a pas du budget illimité, on n'a pas du temps illimité. Et du coup, par quoi je commence quand je vais faire de la cybersécurité? Est-ce que je dois acheter un antivirus? Est-ce que je dois acheter un firewall? Est-ce que je dois mettre des droits? Est-ce que je dois faire du contrat? Est-ce que je dois mettre un SIEM? Etc. Voilà, et on va traiter un petit peu tous ces aspects-là. Donc là, on voit qu'il y en a de la gouvernance, mais on a aussi de la protection, hein. Donc typiquement sur le R3, peut-être qu'il faudrait mettre du chiffrement, du cloisonnement, plus de choses comme ça. On a de la défense directement, on a de la résilience et ainsi de suite. Et du coup, sur mes différentes catégories, quelles sont mes priorités? Et évidemment, je vais aller chercher d'abord les mesures qui réduisent mes risques prioritaires à moindre coût et avec un délai rapide d'implémentation. Ça, c'est ma target numéro 1. Et c'est beaucoup plus facile de prendre des décisions une fois qu'on a cette vue-là, plutôt que de se dire j'ai un référentiel de 150 mesures de sécurité auxquelles je dois être conforme. Je suis conforme sur 50 mesures sur les 150, j'en ai 100 à implémenter. OK, c'est cool. Par laquelle je commence. D'ailleurs, je ne peux pas faire les 100 en même temps, soyons réalistes. Je suis un petit peu seul face à mon référentiel et je ne sais pas trop ce qui est réellement utile. Là, l'avantage, c'est que je sais où sont mes risques prioritaires et je vais pouvoir aller travailler avec mon référentiel, mais aussi par rapport à ces risques-là, sur ce qui est réellement important et réellement prioritaire par rapport à mon analyse de risque et aux mesures qui importent vraiment pour ma société, dans mon contexte à moi. Voilà, j'ai essayé de vous faire un petit tour d'horizon rapide de ce que c'est une analyse de risque avec un cas un petit peu concret, même s'il était très macro et qu'évidemment, il faut rentrer un petit peu plus dans le détail, hein. C'est quand même pas mal de jours de travail de faire une analyse de risque. Donc, vous le présenter en 30 minutes, c'est pas évident. Mais voilà, j'espère que ça vous a dégrossi un petit peu le sujet. Et du coup, si vous avez des questions là-dessus, c'est le moment. Non, ça va, c'était clair pour à peu près tout le monde. Si on n'a pas de questions, peut-être qu'elles arriveront après. Je propose qu'on passe donc sur l'étape 2. Donc, c'est l'étape de Jean-François sur un peu plus volet RGPD. Pour faire une transition quand même, Alexandre vous a dit au début qu'il y avait cette notion de société qui fait des vaccins et d'une autre société qui fait de la robotique. Jean-François, lui, va se focus sur une start-up qui fait de la robotique et va peut-être représenter en quelques mots le contexte pour essayer d'expliquer au mieux les conclusions qui pourraient en être tirées. À toi, Jean-François. Exactement. Écoutez, bonjour à tous. Je vais vous partager tout de suite mon écran. Ce sera plus simple. Et en tout cas, merci Alexandre pour cette présentation sur l'analyse de risque. Et effectivement, quant à moi, je vais vous parler de l'analyse d'impact. Alors, je ne vais pas vous dire que ça n'a rien à voir, parce que ça reste une analyse qui se base en partie sur la méthode EBIOS. Et on va parler un petit peu de protection des données également. Donc, il y a quand même des vraies similarités
La différence, elle tient un petit peu dans le cadre d'utilisation et dans l'objectif. Et c'est ce que nous allons voir. Quant à moi, je me présente. Donc, je suis Jean-François Escala. Je suis le dirigeant de la société Consultil. Et allez, en 4 mots, consultant, formateur, RGPD et DPO, voilà, délégué à la protection des données. Et donc, effectivement, Léo, faisons un petit peu le focus sur cette start-up qui propose une solution. Voilà, si le PowerPoint se lance bien, c'est parfait. Donc voilà, notre start-up, elle propose une solution pour des cliniques, et notamment pour assister les chirurgiens en leur mettant à disposition un robot assistant chirurgical. Ce robot fonctionne nécessairement grâce à une phase logicielle et il y a une interface pour que le chirurgien puisse aussi piloter ce robot pendant les interventions. Tout ce système est installé sur les serveurs internes de la clinique, pour des raisons évidentes, que si c'était du SaaS, en cas de coupure Internet, ce serait un petit peu compliqué pour le patient et pour le chirurgien. Et donc, cette solution comporte un deuxième volet qui est une application mobile qui va donner une information dans la phase préopératoire pour le patient, pour lui donner les indications de à quelle heure il faut qu'il commence à jeûner, etc. Voilà, ce genre d'informations. Donc, cette application mobile, elle va avoir une base de données qui est pour le coup sur un serveur externe, qui est géré par la startup et qui par contre est externalisé auprès d'un data center. Voilà un petit peu le cas d'usage qu'on a établi pour cette présentation et pour pouvoir parler de l'analyse d'impact. Alors, l'analyse d'impact, qu'est-ce que c'est dans le cadre de cette situation? L'analyse d'impact, c'est une étude détaillée de la conformité RGPD, disons-le comme ça, d'un projet ou d'un dispositif. Alors, j'ai même mis hyper détaillé parce que c'est quand même un document assez conséquent qui va faire 50 pages au bas mot, voire 100 pages dans la plupart des cas, je dirais. Voilà, donc en fait, il y a aussi une autre caractéristique, c'est qu'elle n'est pas toujours requise, cette analyse d'impact. D'accord ? Donc, l'idée, c'est quand même, si on peut l'éviter, on va l'éviter. La démarche RGPD est déjà assez lourde comme ça. Il y a déjà pas mal de documentation. On va rejoindre effectivement parfois les analyses de risque. On va s'en servir. Hein. Analyse de risque et BIOS, c'est hyper utile pour avancer sur la démarche RGPD. Il y a déjà beaucoup de documentation à faire. Et donc, dans certains cas, on va devoir aussi faire une analyse d'impact. Bon. Donc, la grande question, c'est comment savoir si je dois en faire une ou si je peux m'en passer. Et pour répondre à cette question, on doit se baser sur un faisceau d'indices. En fait, il y a plusieurs grilles d'analyse. Alors, encore une fois, c'est comme pour Alexandre, vu la durée et le timing de cette présentation, on va rester un petit peu macro sur certains éléments. On va passer rapidement sur certains, mais voilà un petit peu les différentes grilles d'analyse qu'il peut y avoir. J'en ai choisi une en particulier. Ce sont les lignes directrices du G29. Alors, le G29, c'est le regroupement, on va dire, des autorités de contrôle européennes, des CNIL européennes, si vous voulez, et qui ont élaboré des lignes directrices. Voilà. Non pas que les autres ne s'appliquent pas à notre situation, mais celle-là, elle est vraiment assez parlante et assez fréquemment utilisée. Comment elle fonctionne, cette grille d'analyse? En fait, ils ont établi 9 critères. Et l'idée, c'est si vous en avez au moins 2 dans votre cas d'usage, vous êtes bon pour faire une analyse d'impact. C'est ça l'idée. Et pour notre startup, en tout cas pour la solution qu'elle propose, on ne peut pas faire de moins que de dire qu'il y a une collecte et un traitement de données sensibles, puisque les données de santé sont des données sensibles au sens du RGPD, concernant des personnes vulnérables, les patients, et au moyen d'un usage innovant. Notre super robot, on ne peut pas dire qu'il ne soit pas innovant. D'accord ? Voilà. Donc là, il n'y a pas le choix. On le sait que pour ce dispositif, il va falloir faire une analyse d'impact. La deuxième question qui se pose, c'est qui va devoir faire ou participer à cette analyse d'impact. Parce qu'en fait, il y a plusieurs acteurs dans notre situation. Hein. On va retrouver aussi bien le patient, le chirurgien, la clinique, la start-up, le data center, qui doit faire l'analyse d'impact. Vous doutez bien que ce n'est pas le patient qui va faire l'analyse d'impact. Le patient, c'est ce qu'on appelle la personne concernée. C'est la personne dont les données vont être traitées. Après, on a le chirurgien. Lui, il va utiliser la solution. C'est lui qui va avoir accès aux données des patients via le logiciel. C'est ce qu'on appelle un destinataire interne. Okay. Mais c'est aussi une personne concernée, puisqu'il est quand même identifié dans le dispositif en tant qu'utilisateur. Ses actions sont référencées, sont suivies. On sait qu'il a fait un coup de scalpel à tel moment. On sait que le robot l'a assisté à faire telle chose. Voilà. Donc, c'est aussi une personne concernée. On va avoir des données sur ce cher chirurgien. La clinique, elle, c'est un petit peu l'acteur principal en réalité, puisque c'est elle qui décide de mettre en place un dispositif innovant au sein de son établissement.
c'est elle qui décide d'externaliser la conception et la maintenance de ce dispositif. Et même plus précisément, c'est elle qui décide de souscrire la solution de cette startup. La clinique, c'est elle qui va avoir la qualification de ce qu'on dit de responsable de traitement. Ce sont bien les données de ces patients qui sont traités au moyen d'un dispositif qu'elle a choisi et qu'elle a fait mettre en place. Alors, la startup, c'est elle qui a conçu la solution, c'est elle qui la maîtrise techniquement, effectivement, le plus. Mais en fait, elle est là pour l'installer, le maintenir, héberger une partie des données, notamment le serveur qui va servir à l'application mobile. Et d'ailleurs, elle va sous-traiter cet hébergement auprès d'un data center. Donc, la startup, c'est le sous-traitant de la clinique et le data center, c'est le sous-traitant du sous-traitant. C'est ce qu'on appelle un sous-traitant ultérieur. Voilà un petit peu les différents acteurs. Et que dit le RGPD? Le RGPD dit c'est au responsable de traitement de faire une analyse d'impact et éventuellement, dans certains cas, de demander l'avis des personnes concernées. Alors, ça ne veut pas dire que la startup n'a rien à faire, d'accord? Puisqu'en tant que sous-traitant, vous le savez, elle a une obligation de conseil et va devoir aider la clinique dans la réalisation de l'analyse d'impact. On va même aller un petit peu plus loin, vu que c'est quand même la startup qui maîtrise le plus et le plus en profondeur sa solution. On pourrait même dire que ce serait à la startup de faire une sorte de canevas d'analyse d'impact pour vraiment faciliter le travail de la clinique au titre de son obligation de conseil. Donc, elle ferait voilà, cette sorte de canevas et la clinique n'aurait plus qu'à l'adapter pour vérifier si cette solution présente des garanties suffisantes en matière de respect du RGPD, disons-le comme ça. D'accord? Et le data center va fournir une aide à la startup pour tout ce qui concerne les mesures de sécurité appliquées aux serveurs externalisés. Voilà. Donc, qui doit faire juridiquement, qui est responsable de cette analyse d'impact? C'est la clinique, qui doit être bien sûr aidée très fortement par la startup dans la réalisation de ce document. Voilà. C'est un petit peu ce qu'il faut retenir de est-ce qu'on doit faire une analyse d'impact? Pour le coup, oui. Qui doit la faire juridiquement à la clinique? Et la startup va vraiment devoir apporter une aide forte là-dessus. Alors, elle ne va pas le faire individuellement, peut-être pour chaque client. Elle peut faire une documentation générale qu'elle fournira à ses prospects dans le cadre de la phase de négociation pour permettre à ses prospects d'être sûrs qu'en prenant cette startup, on est bon et on limite suffisamment les risques. Voilà, c'est ça l'idée. Donc, pour faire une analyse d'impact, on n'est pas tout seul, d'accord? La CNIL fournit pas mal de guides et d'outils et d'astuces pour pouvoir les faire. Donc, je vous les affiche rapidement. Il y a la méthode, il y a les bases de connaissances où on nous explique pas mal de notions. Il y a des modèles vierges et on a aussi des modèles complétés, des applications, souvent sur des objets connectés. Ces documents sont très complets, sont très intéressants, mais prévoyez quelques heures pour bien les décortiquer quand même. D'accord? Et la CNIL a également sorti un logiciel qui vous connaissez peut-être, qui s'appelle PIA et qui sert, ou plutôt qui aide à faire des analyses d'impact. Pourquoi je dis qui aide? Parce que selon la situation que l'on rencontre, il y en a qui sont plus ou moins complexes. Et ce logiciel, alors ça c'est mon avis perso, rencontre quand même ses limites dès lors que les sources de risque se multiplient, dès lors que les impacts se multiplient, dès lors qu'on doit aller plus en détail dans l'analyse fine du risque ou des mesures correctives. Donc, c'est une super aide parce qu'il est super didactique, super pédagogique. Maintenant, si vous êtes vraiment face à un dispositif, on va dire, hypersensible et assez complexe, je recommande quand même de se gratter l'analyse d'impact à la mano, quoi, parce qu'il n'y aura rien de mieux pour bien aller dans le détail de chaque élément. Néanmoins, c'est ce logiciel qu'on va utiliser pour vous présenter l'analyse d'impact de façon générale. Donc, à quoi est-ce qu'il ressemble ce logiciel? Voilà l'interface. Sur la partie gauche, c'est le sommaire, on aura l'occasion de le détailler. Sur la partie centrale, on vous pose des questions, vous apportez des réponses. Et vous, pour apporter ces réponses, vous pouvez bénéficier de trucs et astuces, on va dire, qui apparaissent sur la partie droite de l'écran. En bas, le petit bouton « Demander l'évaluation », c'est quand votre cher DPO, si vous en avez un, vient donner son avis sur vos réponses. Voilà. Donc, bien évidemment, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est forcément partiel. C'est aussi parfois un brin caricatural, mais c'est vraiment pour donner une idée de ce à quoi peut ressembler une analyse d'impact. Et vous allez voir, il y a des choses qui ressemblent quand même pas mal avec ce que nous a présenté Alexandre. Donc, on est parti. On est sur… vous voyez ma souris?
Ok, super. On est sur la première partie d'analyse d'impact, c'est décrire le contexte, décrire la situation et en l'occurrence décrire ce dispositif qui va permettre à la clinique d'améliorer, on va dire, la vie des chirurgiens et faciliter leur travail. Donc, quel est le traitement qui fait l'objet de l'étude? Première question. Là, il va falloir décrire, alors avec du texte, avec des schémas, ce dispositif qui va être installé au sein de la clinique et qui est proposé par la start-up. Deuxième question, quelles sont les responsabilités liées au traitement? L'idée, en fait, c'est de décrire le rôle et la qualification juridique de chaque acteur. Le responsable de traitement, le sous-traitant ultérieur, les destinataires. Et les référentiels applicables, là, le but, c'est aussi, tout à l'heure, Alexandre parlait du cadre juridique et de différents référentiels, mais là, c'est un petit peu la même chose. Quels sont les référentiels plutôt juridiques ou techniques, d'ailleurs, qui peuvent s'appliquer? Alors, j'ai fait large un petit peu. On a bien sûr le RGPD ou la loi informatique et liberté, dans son régime général, mais aussi dans son régime spécial, puisque là, on touche à de la donnée de santé, que ce sont des données sensibles, et que, pour rappel, le principe, c'est qu'on n'a pas le droit de les traiter, sauf si on est soumis au secret professionnel. Ouf, la clinique, il y a des super chirurgiens qui sont soumis au secret professionnel, on est bon. Dans notre cas, si on a le consentement explicite, il y a d'autres exceptions, et l'objet du jour, ce n'était pas de les détailler. La CNIL a sorti des guides, des référentiels pour les professionnels de santé, pour les sociétés qui font de l'accompagnement social ou médico-social. L'application pourrait un peu, on pourrait faire des parallèles un petit peu là-dessus avec l'application mobile. Et on a bien sûr le code de la santé publique qui vient s'appliquer à notre situation, avec le référentiel de sécurité et avec la nécessité de procéder à de l'hébergement auprès d'hébergeurs qui sont certifiés HDS si on veut héberger de la donnée de santé. Ce n'est pas l'objet du jour de rentrer dans le détail de ces référentiels, et il y en a d'autres. Mais voilà, lors de cette question, on dresse la liste de tous les référentiels susceptibles de s'appliquer. Et ensuite, on va rentrer dans une description un petit peu technique du dispositif. Quelles sont les données traitées? Alors, il y a les données d'identification des patients, des chirurgiens, des opérateurs de maintenance. Les données concrètes, les métiers qui sont traités par le dispositif. On a la santé du patient, on a les actions du chirurgien, les actions du robot, les décisions prises par l'algorithme du logiciel. On va avoir aussi toutes les données pré- ou post-opératoires qui sont envoyées au patient pour l'aider, avec le régime à suivre, à quelle heure il doit être à jeun, et toutes les données techniques, les logs de connexion, les dates d'intervention sur le système, etc. Donc, et encore là, c'est encore une fois caricatural. Vous l'avez compris, il faut vraiment aller dans le détail de tous les types de données qui vont être traitées par le dispositif. Je ne vais pas faire toutes les questions, mais voilà, on décrit aussi quels sont les supports des données, que ce soit au sein de la clinique. On a le serveur interne, on a le poste du chirurgien, il y a le robot, le réseau informatique. Je pense qu'il y a de gros parallèles là, que vous devez voir avec une analyse de risque lorsqu'elle est détaillée. Aussi chez le sous-traitant, donc les postes des agents de maintenance, les serveurs internes, le smartphone du patient qui entre en jeu et le réseau Internet sur lequel circulent les données. Voilà. Et encore une fois, j'essaye d'aller vite pour dresser ce bilan. Et là, on a fait une photo de la situation, en fait. On n'a rien analysé encore. Et l'étape suivante, c'est de commencer l'analyse juridique. Et dans un deuxième temps, il y aura une analyse un petit peu plus technique. Sur l'analyse juridique, voilà, plusieurs questions, une première sous-partie qui est vraiment sur les fondements juridiques de ce dispositif. Quelle est sa finalité? Quel est l'objectif qu'il remplit? Est-ce que cet objectif est licite? Est-ce qu'il est légitime? Est-ce que les leviers juridiques qui permettent de collecter de la donnée sont eux aussi licites? Est-ce qu'on se base sur le consentement, l'exécution d'un contrat, l'intérêt légitime? Voilà, il y en a plusieurs. Savoir quel levier au pluriel on utilise, il faut le déterminer et s'assurer qu'ils sont bons. Petite parenthèse, sur toute l'analyse juridique, il n'y a pas de marge de manœuvre. Hein. C'est soit on est OK, soit on est KO. Voilà. Si on est OK, on peut continuer l'analyse. Si la partie juridique n'est pas bonne, ben déjà, on sait qu'on ne pourra pas mettre en place ce dispositif. Sur la partie analyse de risque, il y a plus de marge d'appréciation, mais sur la partie juridique, on ne peut pas. C'est soit on est bon, soit on ne l'est pas. Sur les durées de conservation, voilà, je vais faire ma parenthèse. On doit aussi analyser les durées de conservation. Est-ce qu'elles sont bonnes? Est-ce qu'elles sont adaptées à la finalité ou aux exigences légales? Et ensuite, un deuxième volet juridique, analyser les mesures protectrices des droits. Le premier droit des personnes, donc des patients notamment, c'est d'être informés. Est-ce que ce dispositif informe suffisamment et correctement les patients? En l'occurrence, on a dit non, on n'avait rien prévu. Ah,
ben là, déjà, on a un gros problème. Et le DPO, quand il va évaluer cette section, il ne va pas être content du tout, n'est-ce pas? Il va dire qu'il faut absolument prévoir une information des personnes concernées, donc non seulement les patients, mais aussi les chirurgiens. D'accord? Donc pour les patients, le dispositif idéal, ce serait l'application mobile. Hein. Intégrer cette information dans le fonctionnement de l'application mobile. Et pour les chirurgiens, le bon moyen, ce serait l'interface logicielle. Voilà, au moment où on crée son compte, au moment où on se connecte, il y a cette petite information qui apparaît. Si on veut avoir des informations, on peut cliquer et avoir davantage d'informations sur comment nos données sont traitées. Voilà, je ne réponds pas à toutes les questions, mais un autre point qui est important aussi, c'est est-ce que les obligations des sous-traitants sont clairement définies et contractualisées? En l'occurrence, notre startup, elle a essayé de bien faire son boulot. Il y a un bon de commande, il y a des CGV, donc des conditions générales de vente, des conditions générales d'utilisation, et il y a même des clauses protection des données dans ces documents. Donc on se dit, super, c'est cool, mais encore le DPO qui vraiment empêche le monde de tourner en rond. Hein. Il va dire, bon, c'est bien qu'il y ait des clauses, mais par contre, le contenu est vraiment insuffisant par rapport aux attendus de la CNIL en la matière. D'accord ? La CNIL a fourni des modèles de clauses, a défini un cadre de ce qu'on devait attendre pour encadrer juridiquement les traitements de données, et là, on n'y est pas du tout. Donc, plusieurs solutions pour pallier à ça. Soit la startup décide de mettre à jour ses conditions générales, alors elle le fait pour ce client, mais du coup, ça marchera pour tous les clients. C'est une condition essentielle pour qu'elle puisse vendre son produit. Je pense qu'elle va accepter de le faire. On peut aussi mettre en place un petit avenant spécifique protection des données où on va reprendre le modèle de clause de la CNIL. Voilà, il y a toujours plusieurs solutions. Transfert de données hors Union européenne. Là, j'ai fait simple. J'ai dit que notre hébergeur, c'était un data center français avec des serveurs situés en France. J'ai lu d'un peu les soucis, d'accord. Attention quand même, si jamais il y a des API d'authentification pour l'appli proposées par des services tiers, par des tiers, ça peut entraîner des petits transferts de données hors Union européenne, donc il ne faut pas oublier de border ce sujet-là aussi. Voilà. Donc, on a terminé la partie juridique et on va commencer à aller sur l'analyse de risque. Et là, ça va vraiment ressembler à ce que nous a présenté Alexandre. On commence par identifier les mesures existantes ou prévues. Donc, pour faire simple, j'en ai pris juste deux. Un contrôle des accès logiques. Les chirurgiens se connectent au système avec identifiant, mot de passe et leur carte professionnelle, donc double authentification. Les patients, pareil, identifiant, mot de passe et un SMS de confirmation. Et les administrateurs de la startup, là, on avait juste prévu identifiant et mot de passe. Voilà, c'est pour le cas présenté. Bon, et puis, on a prévu aussi un petit chiffrement des serveurs. En réalité, il faudrait vraiment identifier toutes les mesures prévues pour le dispositif. Mais là, on va s'arrêter là pour ne pas trop aller en profondeur dans le technique. Et une fois qu'on a identifié les mesures existantes ou prévues, l'idée, c'est d'aller identifier quels sont les risques qui pèsent sur les données. 3 types de risques, l'accès illégitime aux données, la modification non désirée ou la disparition de données. Là aussi, je pense, un gros parallèle avec l'analyse de risque. Donc, on ne va pas tous les présenter. J'en ai pris un presque au hasard. Et c'est à chaque fois les mêmes questions qui sont posées, donc ce sera significatif. Et voilà, donc là, ça va être un brin caricatural, je ne vous le cache pas, mais voilà les questions qui vous sont posées, notamment quelles sont les sources de risque qui pourraient être à l'origine. J'ai pris l'exemple d'un attaquant externe, mais il faudrait vraiment lister toutes les sources de risque pertinentes. Hein. Ça pourrait être effectivement une inondation au sein de la clinique, le serveur interne, il était au sous-sol. Voilà, si on est dans des régions soumises à ce type de risque, voilà, il faudrait vraiment identifier ces sources de risque-là. Là, j'ai pris un exemple d'un attaquant externe qui voudrait essayer de modifier les messages d'information préopératoire. Et du coup, le patient, plutôt que de recevoir un message du type « il est 10 h du matin, commencez le jeûne », il aurait plutôt comme message « prenez un bon steak frites pour bien aborder cette opération ». Une sorte d'attaque man in the middle, peut-être. Enfin, voilà, je laisse les experts cyber imaginer le type d'attaque qui pourrait avoir lieu. Donc, quels sont les impacts sur les droits des personnes si jamais ce type d'attaque se réalisait? Ce serait une infection physique grave. Alors là encore, je ne suis pas médecin, mais je me dis que s'il faut être à jeun pour une opération et si on a un bon repas dans le ventre, c'est peut-être pas top pour sortir en bonne santé de cette opération. Voilà. Et donc, quelles sont les mesures parmi celles identifiées qui contribuent à traiter ce risque? On a ce contrôle des accès logiques et ce chiffrement. Mais voilà, vous anticipez déjà qu'on a une partie du contrôle d'accès logique qui peut poser souci.
Voilà. Parce que derrière, on va essayer d'estimer la gravité et la vraisemblance. Ce sont les mêmes critères. Et ce n'est pas pour rien. Hein, ce logiciel PI, l'analyse d'impact, elle se base sur la méthode EBIOS aussi. Donc, on retrouve un petit peu les mêmes éléments. La gravité du risque, eh bien, compte tenu du fait d'ailleurs qu'on n'a pas une authentification forte des administrateurs, je l'ai mise à maximal, d'accord. Et la vraisemblance, eh bien, je l'ai mise quand même à importante, puisque non seulement l'authentification, elle est pas forte, mais en plus, on n'a aucune journalisation des connexions. Donc, on ne pourrait même pas savoir si jamais une attaque est en train de se réaliser sur le serveur du data center. Voilà. Comment se positionnent les risques sur notre analyse d'impact? Eh bien là, le risque de modification, il est quand même assez élevé. Et voilà, on est sur cette vision macro. Et l'idée, c'est de se dire, bon, on a un risque élevé, il est dans le rouge. Il faut qu'on trouve des mesures correctives si on veut pouvoir mettre en place ce dispositif. Donc, on se dit que peut-être que si on renforçait l'authentification des administrateurs et qu'on mettait en place une journalisation, une analyse des connexions via une solution SIEM, eh bien, ça pourrait contribuer à réduire la vraisemblance du risque. Ce serait plus dur de réussir l'attaque, mais aussi sa gravité, parce que même si une attaque réussissait, il y aurait une alerte, on serait alerté et on pourrait prendre des mesures très rapidement. Et donc, ça réduirait la durée de l'attaque et donc sa gravité. On pourrait rapidement dire aux patients, arrête de manger ce steak tout de suite, quoi. Voilà. Voilà. Et donc, notre risque, il tomberait dans la zone verte. Donc, on se dit, bon, le risque zéro, de toute façon, n'existe pas. Mais là, on a réussi à l'encadrer et on peut se dire qu'avec ces mesures complémentaires, on pourrait valablement mettre en place le dispositif. Voilà. Donc, en synthèse de cette analyse d'impact très rapide et très partielle, on a quand même identifié des choses intéressantes. On sait que le data center, il a plutôt intérêt à avoir une certification HDS, puisque les données qui vont se retrouver dessus, ce seront des données de santé. On sait que sur l'analyse des principes fondamentaux, il va falloir renforcer l'information du chirurgien, du patient, via l'interface d'une part et via l'application mobile d'autre part. On sait qu'il faut renforcer le cadre contractuel entre la startup et la clinique. Et on sait aussi qu'il va falloir renforcer l'authentification des administrateurs et mettre en place un outil SIEM. Voilà, si on veut mettre en place ce dispositif en garantissant une protection des données adaptée et une conformité entre guillemets RGPD qui aille bien. Voilà. C'est ça l'objectif d'une analyse d'impact, c'est d'identifier le niveau de conformité et de trouver, le cas échéant, des mesures correctives. Voilà. J'espère que ça a été assez clair. C'était forcément rapide, mais voilà, pour dégrossir l'analyse d'impact, voilà ce qu'on pouvait dire dessus. Et donc, s'il y a des questions, je les prends. Et ensuite, sans transition, donc je passerai la parole à Olivier sur, vous vous en doutez, le système SIEM. Voilà. Je prends les questions s'il y en a tout de suite ou je les prendrai ensuite si elles viennent plus tard. Je ne sais pas s'il y en a, non? Il n'y en a pas pour l'instant. Bon, très bien. Voilà. Mais du coup, je passe la parole à Olivier. Bonjour à tous, donc Olivier Arcelier, moi je suis directeur cybersécurité chez CGI. Ces 4-5 dernières années, j'étais le directeur du Security Operations Center de CGI pour la France. Et depuis quelques temps maintenant, je m'occupe essentiellement de CGI et puis des clients. Ce que je vais faire aujourd'hui, alors en un quart d'heure, hein, soyons clairs, ça va être très rapide. C'est une démystification de ce qu'est un SIEM, une présentation et surtout les bons réflexes à avoir quand on veut avoir un SIEM. Donc, une présentation, des enjeux et quelques solutions. Vous verrez, il y a quelques sites qui sont bien fournis. C'est parce qu'en fait, je conseille de ne pas les lire. Hein. C'est juste pour que je vais vous les envoyer. Comme ça, vous aurez un peu cette information-là. Alors, la première règle à se poser, la première question, pardon, à se poser, c'est de savoir vraiment définir ce qu'est un système d'information. Le SIEM, lui, va nous aider à aider quelle partie? La partie du système d'information, c'est une partie sociale et technique. Il y a une partie où on a des humains et une partie où il y a de la technique. Pour un attaquant, le système d'information, lui, il n'est pas vu comme un système d'information, il est vu comme une surface d'attaque. Donc, vous comprenez bien que plus on expose des choses et plus on va être exposé à des attaques. Alors, c'est sympa pour le business d'avoir des choses comme ça, mais pour les attaquants, c'est du pain béni. Donc, les hackers, eux, ils vont étudier cette surface d'attaque
et vont choisir les outils les plus performants et les plus pertinents pour arriver à voler des informations, extorquer, espionner, faire un petit peu d'actes de concurrence, comme a expliqué tout à l'heure Alexandre ou même Jean-François. Et dans ce cas, si on veut intégrer un SIEM, on va se poser 2 questions. La première, c'est est-ce que mon système d'information est éligible à recevoir un SIEM? Parce que ce n'est pas dit. Si par exemple, vous êtes une entreprise qui a une couche successive de rachat de systèmes d'information, parce que c'est une petite entreprise qui en a racheté une autre, qui en a racheté une autre, et puis vous avez hérité d'un système d'information, il y a quand même une certaine complication dans tout ce matériel-là, et il va falloir un petit peu étudier ça pour savoir si c'est très pertinent. Et enfin, c'est logique, hein, si la surface d'attaque elle est réduite, plus elle sera réduite, plus le SIEM sera efficace. Donc, on va déjà se poser la question sur l'éligibilité. Ça veut dire quoi exactement d'être éligible ou pas à recevoir un SIEM? Dit comme ça, ça dit oui, moi je suis éligible, hein, j'ai fait de l'informatique, il n'y a pas de souci. Alors, le problème, il est que plus vous vous lancez tête baissée dans une installation d'un SIEM en n'ayant pas réfléchi avant, et plus votre période de construction, de build, va s'allonger. Ce qui n'est pas ce qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est que le SIEM soit le plus pertinent possible et le plus rapidement possible, surtout. Donc, on va essayer de travailler cette éligibilité pour réduire cette période d'intégration. On va en profiter pour étudier la ségrégation de ces réseaux, la porosité. Est-ce qu'on a bien séparé les réseaux Wi-Fi, les réseaux d'entreprise? Est-ce qu'on a bien réagi lors des ajouts systématiques de nouveaux équipements? On va étudier la qualité et la durée de rétention des logs. Ça, il va y avoir des ateliers, on ne pourra pas y couper, des ateliers d'ingénierie de logs. Il va falloir que des spécialistes viennent avec vous, discuter, pour regarder un petit peu qu'est-ce qu'on garde pas dans les premiers cas qu'on va utiliser, parce que parfois, certains veulent tout garder, parfois, certains droppent tout. Et donc, c'est un petit peu ce calcul-là qu'il va falloir faire entre qu'est-ce que je veux surveiller, avec l'analyse de risque qu'on a fait juste avant, et donc qu'est-ce qui est pertinent de garder comme log. Revoir la verbosité, parce que malheureusement, les appareils électroniques et les logiciels sont un peu comme nous trois, là, aujourd'hui, ils aiment bien parler. Donc, plus ils parlent et plus ils produisent des fichiers d'information, et plus, entre guillemets, on peut polluer ce que nous, on veut vraiment focaliser. Et pour récupérer ces logs, on a besoin de collecteurs. Alors, parfois, il y en a déjà qui sont en place, donc il faudra juste peut-être les relocaliser, ou sinon, il faudra les localiser, à quel endroit je vais les mettre, quel endroit est le plus pertinent pour récupérer l'ensemble des informations qui sont produites dans mon système d'information, pour ensuite commencer à les intégrer dans notre SIEM. À noter quand même que si vous avez un système d'information qui est plutôt stable, vous ne rajoutez pas beaucoup de machines, vous ne rajoutez pas beaucoup de logiciels dans l'année, vous allez avoir un système d'information qui n'évoluera pas trop. Mais si vous êtes en pleine progression et que votre start-up ou votre PME est en pleine augmentation d'activité, vous allez rajouter de plus en plus de machines, et votre SI, donc, du coup, va être très vivant et forcément très bavard. Et ça risque de générer des coûts supplémentaires assez rapidement. Donc, il va falloir très rapidement, dès le début, prévoir les ajustements du SI avant de l'intégrer pour, évidemment, être le plus adaptable au fur et à mesure. Hop. Alors, pourquoi réduire la surface d'attaque? Je ne sais pas si on voit bien, si on voit bien tout là, parce que moi j'ai des bandeaux de partout, mais c'est bon pour vous? On voit bien. Pourquoi on va réduire cette surface d'attaque? À la base, la surface d'attaque, on ne la connaît pas. On sait que notre système d'information a une surface d'attaque, il est à l'extérieur. On ne sait pas la taille qu'elle a, elle est plus ou moins grande. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réduire cette surface d'attaque en faisant énormément d'activités qui peuvent paraître un petit peu standard, mais que beaucoup de gens oublient de faire. C'est de réduire la dette technique sur les équipements, de mettre les mises à jour sur les systèmes d'exploitation, de mettre à jour les logiciels qui sont présents sur le système d'information. Tout ça, en fait, en patchant, en donnant des informations de sécurité, va faire qu'on va réduire une première fois la surface d'attaque. Ensuite, on peut continuer en faisant des audits techniques de type pentest, audit de code, etc., pour en plus corriger des failles qu'on aurait pu nous-mêmes générer en mettant à disposition des ressources. Donc là, on va encore la réduire. Et donc, une fois qu'on aura fait tout ça, avec nos services exposés,
nos édits techniques, le patch de nos équipements, on va avoir une surface d'attaque plus petite. Et donc, comme elle est plus petite, on va pouvoir nous la surveiller avec le SIEM et ça sera plus facile, évidemment, de surveiller une petite surface qu'une grande surface, même si on ne sait toujours pas la taille qu'il y a. Alors, pourquoi c'est pertinent? Parce que j'y suis passé un petit peu rapidement dessus, parce que je suis stressé avec le temps, mais je m'énerve peut-être pour rien. C'est que quand on va faire dans le fonctionnement du SIEM, le SIEM, lui, va collecter les événements en temps réel. Il fait de la surveillance en temps réel ou un petit peu en différé, hein, si on veut. Et il va corréler, analyser des événements. Tout ce que vous faites, tout ce que les utilisateurs font dans un système d'information est renseigné et écrit dans des fichiers de log. Ces fichiers de log sont rapatriés sur le collecteur. Et évidemment, comme ce sont des appareils hétérogènes, ils ne parlent pas tous la même langue, ils vont d'abord être normalisés pour être compris par l'ensemble de la chaîne du SIEM, et ensuite vont être injectés. Ces événements-là sont considérés comme des événements de sécurité. Pour l'instant, ce ne sont pas des incidents. Et tout ce que va faire le SIEM, lui, ça va être de décider qu'est-ce qui est un événement et qu'est-ce qui est un incident. Alors, à la base, le SIEM, lui, il fonctionne avec des moteurs de corrélation statistique, c'est-à-dire si on a un comportement normal d'un utilisateur qui commence à travailler de 8 heures et qui finit à 18 heures, du lundi au vendredi, il va se baser là-dessus tout simplement. S'il commence à voir cet utilisateur travailler en dehors de ces horaires-là, il va remonter une alerte. Cette alerte-là va être traitée soit automatiquement si on a un SIEM qui est un petit peu évolué, soit elle va être traitée de manière manuelle par un analyste derrière qui va se poser la question de savoir est-ce que c'est normal que tel collaborateur travaille ce soir à 22 heures? Il est peut-être en train de faire une mise en production, il y a peut-être des mises à jour justement de pages de sécurité, est-ce qu'il a le droit de le faire? De la même manière, le matin, un collaborateur se connecte à son serveur de fichiers pour récupérer les données du matin. 5 minutes après, il se connecte à un autre serveur pour aller poser ses congés. Et puis, quelques minutes après, il essaie de se connecter plusieurs fois au serveur financier qui n'est pas autorisé. Est-ce que c'est un comportement normal ou est-ce que ça n'est pas un? Et petit à petit, comme ça, vous allez mettre des règles qui vont enrichir ce SIEM-là pour détecter ce qui se passe en temps réel sur cette petite surface d'attaque-là. C'est tout le principe en fait, du SIEM. Et normalement, on considère qu'un SIEM va être pertinent après plusieurs mois quand même et vraiment opérationnel au bout d'1 an. Bien entendu, vous n'attendez pas juste, si vous avez mis 50 règles à la base, vous n'allez pas mettre 1 an pour, pour vous rendre compte qu'il faut améliorer les règles. Les règles sont en permanence améliorées, c'est une amélioration continue. On se rend compte que si on génère trop de faux positifs et que ça surcharge les analystes derrière, on va corriger un petit peu le curseur, on va mettre ça à un seuil un petit peu plus haut pour générer moins de faux positifs. Et petit à petit, le SIEM va être le plus efficace possible et va pouvoir commencer à aller un petit peu plus loin en faisant vraiment du comportement, de l'analyse de comportement utilisateur et des entités, mais aussi de l'orchestration de la sécurité, de la réponse automatisée. Si par exemple, vous avez un incident qui se produit sur un poste de travail, le SIEM pourra aller jusqu'à désactiver le port qui est utilisé par ce poste de travail-là pour l'isoler de son côté, sans intervention de la part d'un humain. C'est un exemple tout simple. On se rend compte que je parle très vite quand même. Il y aura la place pour les questions. La partie... Pardon? Il y aura plus de place pour les questions. Oui, c'est ça. La partie qui est un petit peu plus verbeuse, mais je vais surtout vous parler, il y en a 2 pages comme ça, hein, vous parler plutôt des conseils pour un déploiement réussi. Donc, il faut vraiment étudier son besoin. Et l'éligibilité du SI, que je parlais tout à l'heure, est-ce qu'on a une bonne architecture? Est-ce qu'elle est bien définie? Est-ce que ce n'est pas un empilement d'architectures différentes suite à des rachats? Est-ce qu'on est en SaaS? Est-ce qu'on a de l'hybride? Est-ce qu'on le fait nous-mêmes ou est-ce qu'on fait appel à une société qui va gérer le SOC à notre place, qu'on appelle les MSSP? Du coup, est-ce qu'il va falloir que je forme aussi mon personnel? Toute cette partie-là, en fait, il est essentiel pour bien connaître la solution qu'on va être à même qui sera la plus compatible avec notre existant. Évidemment,
bien préparer l'intégration, c'est aussi bien comprendre qu'il va y avoir énormément d'activités de la part des gens qui travaillent dans l'entreprise. Quand un spécialiste arrive, c'est un spécialiste en cybersécurité qui va vous aider à installer un SIEM. Il ne connaît pas votre système d'information. Il ne sait pas comment ça fonctionne. Il ne sait pas que Monique à la compta, elle a droit à tel ou tel accès, etc. Et que Michel à la livraison, il y a droit aussi. Donc, ça va nécessiter des ateliers. Il va falloir qu'on réfléchisse ensemble à comment on va mettre en place tout ça. Et ça, ce sont des coûts qui vont être aussi impactants. Donc, c'est bien à calculer avant. Évidemment, ce que je disais tout à l'heure, ça dure 1 an à peu près pour qu'il soit efficace. Donc, il faut adopter une approche progressive. On commence par un petit sujet, un projet pilote, on regarde si ça fonctionne bien, et puis petit à petit, on l'étale et on l'étend au reste du système d'information où on rajoute des règles supplémentaires sur le comportement. Impliquer tout le monde. Donc, les faux positifs sont extrêmement fréquents, c'est ce que je disais tout à l'heure, au tout début. Et donc, ça peut énormément générer des milliers d'alertes. Et c'est incapable derrière, les gens sont incapables de les traiter. Donc, ça veut dire encore une fois là qu'il y aura des échanges hyper fréquents au début avec les équipes IT de l'entreprise pour ajuster ces seuils-là, pour dire oui, c'est anormal, c'est un comportement, oui, tel week-end ou un week-end sur 3, on a le droit de travailler parce qu'il y a des mises en prod, etc. Et ça améliorera la qualité du SIEM. Choisir quoi surveiller. Toujours pareil, on ne va pas arriver et dire on va surveiller la totalité du système d'information. Plus on va surveiller, plus ça va coûter cher. Donc, le curseur va être en général amené avec l'analyse de risque qu'on a eue au début, qui permet de dire c'est ces éléments-là qui sont dangereux pour moi. Là-dessus, je peux faire un focus ou peut-être ça sera en 2e année que je le traiterai. Donc, toute cette partie-là, en fait, elle découle normalement de l'analyse de risque qu'on a fait. Et on va pouvoir, nous, tranquillement, ajuster le SIEM et le faire évoluer petit à petit. Une chose qui est importante, je vous le verrai tout à l'heure, je vous ai mis quelques données et quelques éditeurs, c'est le modèle de tarification. On peut très vite se rendre compte que la tarification d'un outil de SIEM peut prendre des valeurs assez monstrueuses. Par exemple, vous avez certains éditeurs qui considèrent que c'est au log, au nombre d'événements, donc des EPS, des événements par seconde, qui vont vous tarifier. Donc, vous comprenez bien que si vous gardez énormément de logs qui vont générer, donc qui va avoir énormément d'EPS, mais qui ne servent pas à grand-chose, vous allez quand même être tarifié parce qu'ils vont être ingurgités par le SIEM, décortiqués, et ça ne va pas rien produire derrière. Mais par contre, ça, vous allez le payer. Donc, il est important aussi de regarder. Il y en a d'autres qui font à l'adresse IP, ou il y en a d'autres encore qui font à l'asset. Et puis, ils considèrent que certains assets sont des demi-assets. Voilà. Après, il y a tout ce calcul-là, il faut vraiment le voir. Est-ce que c'est des modèles de tarification forfaitaire ou différents niveaux? Est-ce que c'est évolutif? Est-ce que c'est de 1000 à 5000 IP, etc. Donc, c'est toute une discussion qu'il faut avoir en avant. Et évidemment, de notre côté, il faut aussi avoir la complexité au-delà de la tarification et les formations qu'il faudra avoir pour vos collaborateurs. Avoir bien conscience que ce n'est pas du plug and play. Quand on dépose un outil de SIEM, ce n'est pas « ça y est, je l'ai installé, ça fonctionne, bonne journée ». Non, le simple fait de commencer à installer un outil de SIEM, ça veut dire que l'humain derrière sera toujours présent. Même si on a de l'automatisation, comme je vous parlais tout à l'heure, même si on a de l'IA, il sera, si vous cherchez à réduire les coûts RH en interne, ça sera peu probable que ça soit réussi. Ou alors, il faut vraiment que vous ayez une armée d'informaticiens dans votre entreprise et que là, vous allez réussir à gagner un petit peu quelques pouillèmes d'ETP et au final, ça fera peut-être un ETP ou 2 ETP, un équivalent temps plein, je veux dire, de retirer. Mais ce n'est pas le but. Le but, c'est d'assurer la sécurité. On n'est pas là pour essayer de gratter sur le nombre de personnes qui s'occupent de l'IT. Enfin, reconnaître les limites. Autant les outils de SIEM donnent une grande visibilité, autant ils ont des angles morts, ce qu'on appelle. Donc, les appareils mobiles, les télétravailleurs, les applications en cloud, etc., sont des informations qui sont à la base
pas vraiment bien traité par un SIEM. Il faut vraiment que le SIEM commence à être assez efficace pour pouvoir intégrer ça le mieux possible. Donc aussi, faites attention, ce n'est pas une solution qui va dire c'est bon, je surveille la totalité de ma surface d'attaque avec mon SIEM, plus rien ne passe sans que je sois au courant. Non, ce n'est pas le cas, quoi. Tester et ajuster la solution. Là, je vous laisserai le lire plus en détail, mais en gros, c'est ce que je viens d'expliquer depuis un petit moment, c'est adapter les seuils d'alerte de manière appropriée pour que les analystes s'habituent à avoir des faux positifs et du coup, ne réagiraient plus en disant « Oh, c'est encore un faux positif, ce n'est pas la peine ». Donc ça, c'est pareil, c'est quelque chose qu'il faut vraiment tout le temps travailler et essayer aussi de, de tester son propre système grâce à l'intervention, entre autres, de Red Team. Donc, les Red Team sont des gens qui sont des attaquants, on va dire, et qui, avec votre accord, vont essayer de tester votre solution pour voir s'ils arrivent à la mettre en défaut, à se faire passer pour quelqu'un de légitime et que vous ne verriez pas. Ça vous permettra d'ajuster vos seuils d'alerte et de renforcer encore un petit peu plus votre sécurité. Au final, voilà, donc les outils de SIEM sont à leur efficacité maximale dès qu'on a fait tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, dès qu'on a fait les pentests, les audits de code, la configuration vraiment précise de nos serveurs, les patchs, tout ça s'est bien passé, le SIEM sera le plus efficace. Si vous considérez de mettre un SIEM avant d'avoir fait ça, le SIEM ne sera pas efficace du tout, voire même il ne servira à rien, voire même vous pénalisera parce qu'il va générer des alertes monstrueuses et votre analyste sera débordé. Voilà, pour finir, juste un petit Magic Quadrant de Gartner, je crois que c'est un des derniers, pour vous montrer un petit peu les solutions qui existent sur le marché. Donc moi, je n'ai pas d'affinité complètement agnostique sur ça. Il y en a qui sont très chers, il y en a qui ne sont pas adaptés à des petites structures, il y en a qui ne sont pas faits pour traiter des téraoctets de logs. C'est vraiment, il y en a qui ne sont pas faits pour le cloud, etc. Donc, c'est vraiment au cas par cas qu'il faut étudier par rapport à son système d'information, par rapport à la maturité de son système d'information, si on doit partir sur un Logpoint, sur un Splunk, sur un IBM, etc., sur du LogRhythm, Elastic, qui est une solution open source. Voilà, c'est vraiment une étude approfondie à faire. Ce que je peux vous conseiller, moi, c'est de faire une étude d'éligibilité. C'est toujours important. Si, par exemple, vous êtes sûr de partir sur l'idée d'avoir un SIEM chez vous, une des choses qui est intéressante à faire, c'est d'essayer de faire une préétude. Cette préétude-là va peut-être vous coûter, je ne sais pas, entre 10 et 20 000 euros. Je ne sais pas combien ça peut coûter suivant la taille de votre système d'information. Mais c'est de l'argent que vous ne perdrez pas par la suite avec un build qui va durer des mois et des mois, voire un run qui ne sera pas efficace. Voire même, si c'est intelligent, c'est un petit conseil commercial, voire même si vous voulez déjà partir avec un prestataire, vous pouvez toujours négocier le fait que les coûts de la préétude seront toujours rattrapables sur les coûts de 2-3 années derrière de run. Voilà, si je reprends mon exemple de ça vous coûte 20 000 euros de le faire, je dis n'importe quoi, les chiffres, hein, faites attention à ne pas prendre à la légère, et que derrière, vous allez être à 150 000 euros par an, et ben les 20 000 euros vont être absorbés dans les 150 000. Et si c'est 2 000 et que c'est 10 000 par an, voilà, etc. Donc, c'est aussi une astuce pour essayer de bien faire comprendre aux futurs partenaires, si vous faites ça avec un partenaire, que ça va être du bout en bout. Ça veut dire que dès l'étude de faisabilité du SIEM à la construction et au run, ça sera toujours le même et que ces coûts-là, en fait, seront dilués sur la pertinence de votre SIEM avec beaucoup moins de sollicitations de vos analystes. Voilà, désolé, j'ai peut-être parlé trop vite, je suis désolé, mais l'idée, c'est impossible de vous expliquer ça en un quart d'heure, normalement. Donc, voilà, je vous laisse, si vous avez… Très bien. Ouais, s'il y a des questions, posez-les dans le chat, si vous voulez même en privé, pas que la question soit visible. Sinon, vous prenez le micro, il n'y a aucun souci, peu importe le thème. Et on est aussi dispo par email s'il fallait, pourquoi pas, ou sur un message LinkedIn par la suite.
Est-ce qu'on pourrait savoir éventuellement les personnes à main levée? Je ne sais pas si vous avez vu sur l'outil Zoom en bas à droite, il y a un bouton qui s'appelle Réaction. Si les gens peuvent lever la main, s'ils ont déjà un SIEM en interne, par exemple. Ceux qui auraient déjà un SIEM, donc vous cliquez sur Réaction et vous faites pouce vers le haut, par exemple, ou vous levez la main, ou vous mettez un petit coche verte, je ne sais pas. Je peux voter, moi. Ok. Voilà, on va le mettre avec... Je réponds pour nous, Alex. Ok. Alors, il y en a qui commencent à répondre. À savoir, comme le disait Olivier, c'est intéressant, la partie budget, c'est quelque chose qui est critique. Et le SIEM, il y a tellement de choses que vous pouvez et vous devez faire avant que le SIEM, vous pouvez commencer sur une frange des fois toute petite, qui est vraiment la plus critique, et avoir des coûts qui sont relativement faibles. Donc, faites bien attention quand vous êtes démarché, notamment par les éditeurs en direct. Nous, on a beaucoup de clients, et je pense que c'est le même problème, entre guillemets, pour les clients de CGI. Les éditeurs vont, de manière très agressive, vous démarcher, essayer de vous retourner le cerveau, voire même d'aller chercher directement un responsable juridique ou quelqu'un à qui ils vont essayer de faire très, très peur. C'est pareil en cybersec, c'est pareil dans le monde des assurances. Il faut vraiment prendre tête froide, y aller tranquille, faites vos priorités. Et d'un point de vue légal, alors là, c'est plus Jean-François qui répondra, mais du moment que vous faites les choses et que vous avez un plan de bataille et que vous avancez, on ne pourra pas vous en tenir rigueur. Vous êtes déjà sur la bonne trajectoire. Donc, prenez le temps qu'il faut pour le faire. Balancez pas le SIEM n'importe comment. On a tellement de clients qui nous disent « Aujourd'hui, je suis à 2 Tera de log par semaine ou plus. » Mais en fait, il n'y a personne qui les regarde. Et au final, ça leur coûte ultra cher. Et en plus de ça, dans leur démarche RSE, c'est une catastrophe écologique. C'est des clients qui achètent des serveurs, qui rajoutent des serveurs, qui consomment une quantité de CO2 énorme, et ça ne sert à rien. Donc, voilà, faites bien attention à ça. Je vois que dans les réponses, on n'a pas grand monde qui a dit avoir un SIEM. Le sujet analyse de risque, analyse d'impact, SIEM, c'est une petite frange de ce qu'on est capable, côté Factory Cybersécurité, d'adresser comme sujet. On a choisi ces sujets pour essayer d'être, dans le cadre de Digital Future, autour de la santé, un peu plus reliés à la thématique verticale. Bien sûr, les acteurs publics, les acteurs privés ne sont pas soumis aux mêmes régulations, n'ont pas forcément le droit aux mêmes solutions, mais ça, c'est du détail. Si vous avez envie qu'on aborde d'autres sujets, n'hésitez pas à le faire savoir maintenant, dans le chat ou en oral. Ça, le prochain atelier qu'on fera avec Digital 113, on essaiera de traiter des sujets qui vous tiennent à cœur. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez parler de sécurité des mobiles, de sécurité des postes, du réseau, de juridique, de contrat, dites-le nous. Bonjour, Sébastien, vous de la société SCACI Conseil à la Belge. J'aurais voulu savoir si l'outil Div Santé, c'était l'outil de la CNIL ou si c'était un de vos outils, une de vos solutions. Alors, il y a peut-être un point syntaxe. Le DIF, c'est Digitalis Future, c'est l'acronyme chez Digital 113 de la thématique autour de la santé. PIA, peut-être, c'était l'outil tout à l'heure. Je pense que c'est assez... pardon, oui. Non, effectivement. Donc, ce logiciel PIA, c'est un logiciel de la CNIL, d'accord, qui peut être téléchargé gratuitement, d'ailleurs, et utilisé gratuitement, et qui, effectivement, aide à faire une analyse d'impact. Ça fait, on va dire, voilà, le canevas. Et après, si jamais le cas d'usage que vous analysez est assez complexe, comme je vous disais, vous allez rapidement rencontrer les limites du logiciel. Mais ceci dit, il est quand même vachement bien fait. Ok. Complètement gratuit. Et complètement gratuit, bien sûr. Oui, ok. Merci.